réalisation de très grands projets. Il s'agit notamment de la création d'une nouvelle ville, un véritable pôle de développement économique urbain. Là-dessus, l'autorité d'investissement du Qatar va soutenir le Sénégal dans ce projet sur instruction de l'émir. Le Qatar s'est aussi engagé à appuyer le Sénégal pour l'organisation du sommet de la francophonie prévu en novembre 2014 au Sénégal. L'émir a justement salué le leadership du Sénégal, le rôle important que notre pays joue dans la sous-région et dans le monde. Et il l'a dit très clairement au président Macky Sall, je suis disposé à renforcer la coopération entre l'État du Qatar et le Sénégal à tous les niveaux et dans tous les domaines. Le domaine diplomatique, le domaine économique, le domaine commercial et le domaine sécuritaire. Le sommet de Dakar sera le premier sommet du Qatar en tant que membre associé. Et l'émir s'est engagé à assurer la participation du Qatar et accompagner le Sénégal dans l'organisation de ce sommet. La situation internationale qui touche essentiellement le monde arabe a également été évoquée au cours de ce tête-à-tête. Des solutions de sortie de crise pour mettre fin à la violence en Syrie, restaurer l'équilibre territorial de la Palestine et stabiliser le Mali. À ce niveau, on note une parfaite convergence de vues entre le chef de l'État et l'émir du Koweït. Aller le plus loin possible dans la coopération entre les deux pays, un engagement ferme pris à l'issue d'une rencontre aux retombées économiques certaines pour le Sénégal. Le chef de l'État en visite à Doha, reçu en audience par l'émir du Qatar, c'était donc un récit de Pape Birame Bigandiaï. Le Premier ministre a reçu en audience plusieurs délégations à la primature. Le chef des opérations pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest du Comité international de la Croix-Rouge, le directeur général adjoint de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et des partenaires français de l'Agence pour l'emploi des jeunes des banlieues. Le but de toutes ces audiences est de renforcer la coopération entre l'État du Sénégal et ses différents partenaires dans les domaines de la santé, de l'emploi. Le compte-rendu de Awandiaï. Le Comité international de la Croix-Rouge est présent dans la région naturelle de la Casamance depuis plusieurs années. Le CICR y mène des activités pour réhabiliter l'eau, l'assainissement et pour soutenir aussi les structures de santé. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est que nous sommes présents depuis de nombreuses années dans le pays, au Sénégal. Nous avons une présence régionale, pas seulement au Sénégal, mais dans les différents pays de la région. Nous sommes essentiellement actifs en Casamance, mais depuis Dakar, ce qui est important aussi est de diffuser tout ce qui concerne le droit international humanitaire. L'OMPI est une organisation des Nations Unies spécialisée dans la propriété intellectuelle. Elle couvre les inventions, les droits d'auteur. L'audience, c'était pour le remercier pour l'appui de son gouvernement à la promotion de la propriété intellectuelle, pour la coopération de ce pays avec notre organisation et puis pour la coopération de son gouvernement pour l'organisation de cette conférence internationale sur la propriété intellectuelle et le sport à Dakar. L'agence qui s'occupe de l'emploi des jeunes des banlieues du Sénégal, AGEP, accompagne la jeunesse pour une insertion directe. Des partenaires français ont décidé d'accompagner l'État du Sénégal dans le domaine de l'emploi des jeunes. Nous étions venus voir le Premier ministre pour l'accompagnement, le soutien, le plaidoyer qu'il doit porter aujourd'hui auprès du Président de la République pour renforcer aujourd'hui la position institutionnelle de l'agence vis-à-vis de ses partenaires, mais aussi nous accompagner dans la mise en place des projets et programmes, puisque c'était une promesse qu'on avait faite au Premier ministre il y a de cela 6 mois. Notre mission, nous ici, est d'une part, bien avec 30 ans d'expérience, de venir faire part de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons mis en place, et de voir comment bien, nos collègues sénégalais peuvent se l'approprier pour le mettre en place, pour le parrainer, disons, au niveau sénégalais. Les missions locales de la France souhaitent renforcer les capacités des jeunes du Sénégal, transférer des expériences d'un pays à un autre pour faciliter l'insertion socio-professionnelle et le but recherché. La baisse des prix des denrées de première nécessité, la mesure tant attendue par les populations, sera effective ce jeudi 23 mai.
Le Conseil national de la consommation s'est réuni ce matin pour publier les nouveaux prix. Et selon le ministre du Commerce, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur aux commerçants qui ne vont pas s'aligner sur les nouveaux prix. Fanta Badji. Cette baisse concerne les prix de 3 denrées de première consommation, à savoir le riz non parfumé, l'huile en fût et le sucre cristallisé. Pour le riz brisé non parfumé, 260 francs pour le consommateur sénégalais, 245 francs au niveau du grossiste et 240 francs au niveau de l'importateur. Un prix de litre de l'huile en fût qui est proposé est de 900 francs. 900 francs contre 1000 francs comme prix dominant aujourd'hui sur le marché. Donc soit une baisse de 100 francs sur le litre de l'huile en fût. Le comité a proposé un prix homologué du sucre cristallisé à 575 francs le kilo, contre aujourd'hui 600 francs sur le marché, soit une baisse de 25 francs pour le consommateur sénégalais. Et c'est tout un dispositif qui est mis en place pour une application correcte de ces prix. La tolérance zéro est décrétée pour les commerçants véreux. Les populations sont invitées à appeler sur les numéros verts 800 07 777 pour dénoncer ceux qui ne respectent pas les nouveaux prix. Nous avons donné des instructions extrêmement fermes pour que ceux qui ne respecteront pas ces dispositions, que la loi s'applique sur toute sa rigueur sur eux. Pour le moment, cette baisse concerne la région de Dakar. Les prix pour les autres régions, eux, sont tributaires de la situation géographique de la zone. Les conseils régionaux de la consommation qui seront réunis par les gouverneurs des régions, dès la semaine prochaine, vont se réunir sur toute l'étendue du territoire national. Et ils vont déterminer ces mêmes prix en ajoutant bien sûr le différentiel du transport. Tout ceci a été retenu à la suite de plusieurs concertations engagées par l'État avec tous les acteurs. Il s'agit des consommateurs, commerçants et autres industriels. Tous se sont engagés à accompagner le gouvernement dans l'application de cette mesure. Je crois qu'aujourd'hui, le vécu quotidien du Sénégalais moyen a été pris en compte. Ces mesures-là peuvent très bien être applicables, mais à la seule condition que les tendances ne soient pas haussières. Par ailleurs, un élargissement de cette baisse au niveau des autres produits de consommation courante est souhaité. Pour qu'il y ait une baisse sensible du coût de la vie, il faut absolument que ça soit plus de 3 produits, le lait, le pain et le gaz. Cette baisse sur les prix du riz brisé, de l'huile en fût et du sucre cristallisé sera effective à compter de ce jeudi 23 mai 2013. Cette rencontre du Conseil national de la consommation a permis aux uns et aux autres d'évoquer d'autres questions telles que les difficultés constatées dans les filières oignons, tomates et le sucre de la CSS. Et pour aller plus loin sur cette question, nous avons sur ce plateau le ministre du Commerce, Alioune Sarr. Bonsoir. Bonsoir, M. Cheikh Traoré. Alors, vous êtes donc parvenu à cette mesure tant attendue par les populations, disait ma consoeur. J'imagine que ça n'a pas dû être facile de convaincre les uns et les autres de faire cet effort. Oui, je vous remercie d'abord. Je salue vos téléspectateurs. Effectivement, ce travail est le résultat de plusieurs semaines de concertation avec tous les acteurs qui sont concernés par la filière du commerce. C'est avec les industriels, c'est avec les commerçants, avec les importateurs, avec les consommateurs, bien sûr avec les services de l'État, pour arriver justement à ces prix consensuels qui préservent, je le rappelle bien, qui préservent les intérêts et des importateurs et des commerçants et du détaillant. Et naturellement, dans ce dispositif que nous avons mis en place, nous avons fixé les prix dans les 3 stades, détaillants, grossistes et importateurs. Et naturellement, pour que chacun puisse avoir sa marge et pouvoir fonctionner. Mais je voulais quand même donner quelques chiffres pour donner l'indication, surtout l'impact de ces mesures sur l'économie nationale. Vous savez, le kilo de riz brisé, aujourd'hui, a baissé de 40 francs. 300 francs dominant sur le marché, aujourd'hui, il est à 260 francs. C'est 40 francs sur 1 kilo de riz, sur les 600 000 tonnes de riz consommées au Sénégal chaque année, c'est près de 24 milliards que le président de la République Macky Sall a mis dans la poche des Sénégalais. C'est 24 milliards. Si vous prenez également le sucre, les 25 francs qui baissent, parce que nous sommes aujourd'hui à un prix de 600 francs, le sucre a baissé à 575 francs. Donc les 25 francs, il faut rappeler, c'est sur les 140 000 tonnes de sucre importées chaque année, c'est plus de 3 milliards de francs. Donc cela veut dire que ces deux mesures-là, à elles tout seules, font pratiquement plus de 28 milliards qui impactent. Ça veut dire que c'est 28 milliards que les Sénégalais auraient pu dépenser et qu'ils vont aujourd'hui économiser. Et je voulais également dire qu'au-delà de ces mesures, naturellement, le gouvernement met en place un dispositif qui lui permet aussi de renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs sénégalais.
D'accord, donc il y a eu beaucoup de concessions et cette mesure donc que tout le monde va saluer. Mais est-ce que vous avez pensé à des mesures pour faire respecter, disons, cette baisse? Absolument. Nous avons trois niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est la sensibilisation. Nous pensons que, et je remercie vraiment la RS en particulier, mais également toutes les chaînes de télévision et la presse écrite et Internet qui a été présent aujourd'hui lors de la réunion du Conseil national de la consommation, la sensibilisation est essentielle parce que pour nous, le meilleur protecteur de ces prix, ce sont les Sénégalaises et les Sénégalais eux-mêmes. Les Sénégalais aujourd'hui doivent refuser d'acheter le prix du riz brisé au-delà de 260 francs. Ils doivent refuser d'acheter le prix du sucre cristallisé au-delà de 575 francs. Et idem pour l'huile qui aujourd'hui de 1000 francs est passée à 900 francs. Donc les Sénégalais doivent être donc les premiers protecteurs de ces mesures. Donc la sensibilisation est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est effectivement le contrôle. Tous les services aujourd'hui dans la région de Dakar, tous les services du contrôle économique de Dakar sont aujourd'hui mobilisés pour être dans tous les marchés, mais également être dans les quartiers qui seront ciblés et nous allons faire un contrôle strict. Le contrôle. Mais le troisième niveau, évidemment, c'est la sanction. Aujourd'hui, c'est une disposition de la loi. Donc cela veut dire simplement les contrevenants s'exposent aux sanctions de la loi. Et la sanction peut être la saisie des marchandises, mais également ça peut être aller jusqu'à l'emprisonnement si les faits avérés, donc les faits sont avérés et vérifiés. Donc je veux dire par là que le gouvernement aujourd'hui a pris ces décisions pour soulager les Sénégalaises et les Sénégalais. Et naturellement, le gouvernement mettra tout le dispositif qu'il faut, toutes les forces qu'il faut, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le ministère des Forces armées, pour que force reste à la loi et que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent être préservés dans le pouvoir d'achat. Et je crois que ma conviction et la conviction du gouvernement, c'est que l'essentiel des commerçants sont honnêtes. Ils sont engagés aujourd'hui, lors de la réunion du Conseil national de la consommation, à faire respecter les prix. Et nous pensons naturellement que nous n'aurons pas beaucoup de difficultés à ce que ces prix soient respectés, parce que c'est ça qui fera que l'économie puisse redémarrer, parce que c'est comme ça qu'on peut créer la confiance et c'est comme ça qu'on peut lancer relance économique sur laquelle, en tout cas, le président de la République, Macky Sall, travaille avec son gouvernement. Et c'était un engagement également, il faut le rappeler. C'était un engagement politique du président de la République. Aujourd'hui, c'est un engagement qui est réalisé. Et je rappelle quand même, c'est la deuxième série de baisses. Parce qu'en avril 2012, il y avait déjà une première baisse. Je rappelle quand même qu'en mars 2012, le kilo de riz brisé était à 345 francs. Aujourd'hui, il est à 260 francs. Donc cela veut dire simplement que les Sénégalais constatent que le président de la République a respecté ses engagements. Et nous allons poursuivre ce travail par d'autres dispositions, si le temps le permet, je pourrais également les développer. D'accord. Vous avez parlé, vous en appelez la vigilance des populations, mais est-ce qu'elles ont les moyens de vous contacter quand elles vont constater que des commerçants sont toujours récalcitrants, on va dire? Absolument. Nous avons aujourd'hui mis en place un numéro vert qui a été annoncé tout à l'heure par vos équipes, donc le 840 74, donc le numéro vert existe. Nous avons également des numéros mobiles également qui sont disponibles, où le consommateur pourra envoyer un SMS qui sera répercuté immédiatement au service régional de commerce de sa région et qui viendra sur le terrain. Mais nous pensons que ces dispositions-là, en principe, nous pensons pouvoir compter vraiment sur la collaboration des commerçants, parce que de toute façon, une économie, si nous voulons vraiment la relancer, il est important de respecter cette procédure. Mais je voulais quand même, si vous le permettez, dire deux choses. La première chose, c'est que, à côté de cette stratégie mise en place par le gouvernement pour réduire les prix des denrées de première nécessité, et je rappelle que moi-même, j'ai conduit une mission avec des commerçants en Inde pour vérifier et rencontrer les exportateurs indiens pour vérifier la faisabilité technique de cela. Et quand nous avons rencontré les Indiens en Inde, avec l'ambassadeur du Sénégal en Inde, ces Indiens nous ont fait des remises de 15 à 20% sur le prix. Nous allons également faire la même chose pour l'huile au Brésil. Nous l'avons dit aux industriels que nous allons les accompagner au Brésil pour également, là où ils achètent l'huile de soja, pouvoir négocier à travers, grâce à notre très bonne relation diplomatique avec le Brésil, pouvoir également leur permettre d'avoir des remises. Mais à côté de cette stratégie justement de baisse des prix, nous avons également une stratégie d'autosuffisance alimentaire. Parce que notre conviction et le chantier sur lequel travaille le gouvernement, c'est arriver à ce que le riz sénégalais puisse suffire et qu'on ne soit plus obligé à importer 600 000 tonnes de riz qui grèvent notre budget national, qui grèvent également notre balance commerciale. Le troisième niveau également qu'il faut rappeler, c'est que le président de la République a mis en place un dispositif pour renforcer, améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais. Vous le savez tous, aujourd'hui, par la baisse de la fiscalité sur les salaires, on a aujourd'hui, chaque salarié sénégalais a aujourd'hui une augmentation de ses revenus de 15 000 à 90 000 francs. Cela est un effet également qui améliore le pouvoir d'achat. Et quand les prix baissent et que le pouvoir d'achat s'améliore, naturellement, ça permet aux Sénégalais de pouvoir mieux vivre. Mais également, la campagne agricole de l'année dernière, qui a été extrêmement intéressante pour les agriculteurs, qui avaient avant des bons impayés, aujourd'hui, qui peuvent vendre l'arachide à 300 francs. Donc, c'est tout ce dispositif qui permet justement à ce que l'économie nationale puisse redémarrer. Et naturellement, nous
pensons que c'est une demande sociale, c'est une attente des Sénégalaises et des Sénégalais et le gouvernement travaille pour satisfaire ces demandes. Alors, dans ce sens, on va dire que tout cela s'inscrit dans le cadre d'un processus. Absolument. On a eu une première baisse en 2012, une seconde actuellement. Est-ce qu'on peut s'attendre à une troisième baisse? Oui, vous savez, nous avons pris l'engagement. Parce que vous savez, jusqu'ici, le gouvernement du Sénégal ne regardait pas ce qui se passait sur les approvisionnements des produits essentiels à la consommation des Sénégalaises et des Sénégalais. Nous allons le faire sur le lait, nous allons le faire également sur le blé. Nous irons dans certains pays gros producteurs de blé avec les industriels pour pouvoir leur faire bénéficier, parce que le gouvernement accompagne nos industriels, parce que c'est à eux d'acheter les produits, pour leur faire bénéficier justement de la qualité de notre diplomatie, de la qualité de nos relations diplomatiques avec les pays, pour qu'ils puissent, parce que vous savez, quand vous allez en Malaisie, l'un des premiers producteurs mondiaux d'huile de palme, les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Malaisie permettent justement aux industriels de l'huile de pouvoir avoir des baisses. Quand nous allons le faire également pour le lait en Pologne ou dans les pays européens, on peut également utiliser jusqu'à présent, ce levier n'était pas utilisé par les industriels. Et nous les avons dit dans le cadre du Comité national de la consommation, qui, je rappelle, associe tous les acteurs. Et vraiment, pendant plusieurs semaines, nous avons travaillé ensemble avec eux Et c'est l'occasion ici d'ailleurs de féliciter le comité de suivi des denrées de premier ministre, qui a fait des visites de terrain, qui est allé dans les usines, qui est allé à la compagnie sucrière, qui est allé également dans les structures. Et je dois également rappeler que le gouvernement aussi s'est engagé à lancer un audit technique international sur les entreprises qui produisent des denrées essentielles à l'économie, c'est le sucre, c'est l'huile, pour pouvoir avoir une visibilité sur les prix et pouvoir fixer, définir une structuration du prix qui puisse préserver notre industrie, mais également préserver les intérêts des Sénégalaises et des Sénégalais. On peut donc s'attendre à cette baisse, une nouvelle baisse. Mais nous continuons à travailler. Vous savez, on ne se fixe pas de limites dans le gouvernement d'Abdou Mbaye pour satisfaire nos concitoyennes et concitoyens. On va croiser les doigts, monsieur le ministre Alioune Sarr, je vous remercie. Merci, moi qui vous remercie. Je vous rappelle donc que vous êtes le ministre du Commerce et que vous étiez sur ce plateau pour des éclairages concernant cette baisse des prix des denrées de première nécessité. En 2009, l'État du Sénégal avait commandé une étude sur la filière riz dans la vallée du fleuve Sénégal. Et aujourd'hui, cette étude achevée face à l'actualisation. Ainsi, un atelier a été organisé par le projet de promotion du partenariat rizicole dans le Delta pour présenter le rapport définitif. Mansour Sow. Le Sénégal a des rendements parmi les plus élevés au monde en riziculture, d'après une étude financée par l'AFD, l'Agence française de développement. Cependant, cette filière traverse aujourd'hui beaucoup de difficultés. Des difficultés liées notamment à l'exploitation et à la production. C'est tout l'intérêt de cet atelier de réactualisation de l'étude sur la compétitivité du riz de la vallée du fleuve Sénégal. Compte tenu des évolutions qu'on a notées, au niveau d'abord de la production, qui a fortement augmenté ces dernières années depuis cette date-là, compte tenu également du marché international au niveau du riz, et des risques qui soient liés un peu aux importations qu'on avait au niveau mondial, on a jugé utile de revenir sur cette étude, de la réactualiser et de voir s'il y a encore des moyens de faire progresser soit la production ou de revenir du point de vue surtout de la rentabilité du produit local. Face à ces nombreux problèmes, l'État compte jouer pleinement sa partition pour développer cette filière. La stratégie elle est clairement définie dans le cadre du PANAR, donc du Programme national d'autosuffisance en riz. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que nous avons continué à réfectionner dans le cadre du PASAEL, 11 000 hectares dans la vallée. Nous venons de voir que le riz de la vallée est compétitif. En 2012, nous avions un pic d'importation de 900 000 tonnes, qui a correspondu à 207 milliards de francs CFA. Et je pense que ce sont des chiffres quand même qui sont vraiment des chiffres qui font peur si nous voyons même notre budget qui ne fait même pas 140 milliards. La commercialisation qui apparaissait en 2008-2009 comme une contrainte majeure au potentiel de développement de la filière a évolué de façon positive. Toutefois, des efforts doivent être faits pour résorber le gap entre l'offre et la demande. Ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, suite aux informations parues dans la presse concernant la prorogation ou le renouvellement des passeports diplomatiques qui avaient été délivrés à des citoyens sénégalais en raison de leurs fonctions officielles antérieures, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur tient à rappeler que le décret numéro 78-021 du 6 janvier 1978 portant
description du passeport diplomatique et du passeport de service et fixant les modalités de leur établissement, modifié par le décret numéro 90-934 du 27 août 1990, énumère expressément les personnalités pouvant prétendre aux 10 documents. Pour le cas d'espèce, le décret susvisé dispose peuvent obtenir le passeport diplomatique les anciens chefs d'État, les anciens chefs de gouvernement et les anciens ministres des Affaires étrangères qui en font la demande sur la décision du chef de l'État après avis du ministre chargé des Affaires étrangères. Aucune autre personnalité ayant occupé des fonctions d'État n'est prévue par le texte précité. En conséquence, les anciens présidents d'institutions et les anciens ministres ne sont pas des ayants droit. Ils ne peuvent obtenir un passeport diplomatique que sur dérogation spéciale accordée par Monsieur le Président de la République, seul habilité à cet effet. Un atelier de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme s'est ouvert ce matin à Dakar. Le GIABA veut sensibiliser les responsables des institutions financières sur les risques du phénomène. Selon les études du GIABA, des milliards transitent par les banques pour alimenter ces réseaux d'Amsila. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent des fléaux à l'échelle mondiale qui n'épargnent aucun pays et aucune économie. Ils touchent beaucoup les institutions financières où transitent des milliards pour alimenter ces réseaux. Conscient de cela, le GIABA a réuni les acteurs pour une sensibilisation sur la question. Basé sur une pédagogie de type participative, l'atelier devra permettre à court et à moyen terme un accroissement du nombre de déclarations d'opérations suspectes crédibles transmises à la CENTIF, une amélioration du régime de surveillance et de l'intégrité des institutions financières. La contribution des institutions financières est fondamentale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au Sénégal, sur 454 déclarations de soupçons transmises à la CENTIF entre 2006 et 2011, les 92% proviennent essentiellement des banques, d'où la nécessité de renforcer leur capacité afin de limiter les risques. Partant d'une bonne connaissance de leur vulnérabilité et des menaces propres à leurs activités, les institutions financières sont instamment appelées à identifier de la manière la plus précise possible et à évaluer convenablement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme irrélatifs et à prendre en conséquence les mesures appropriées pour éviter leur réalisation et, le cas échéant, en atténuer fortement l'impact. Il est par conséquent important que les acteurs en charge de cette lutte soient formés et dotés de moyens adéquats pour une meilleure efficacité des dispositifs. Le système financier reste le secteur le plus vulnérable aux activités de blanchiment d'argent et de crimes organisés. Au Sénégal, selon le rapport de la CENTIF, le blanchiment fait perdre aux contribuables 1120 milliards de francs CFA, soit 17,6% du PIB pour la période 2004-2011. L'Union africaine fête ses 50 ans le 27 mai par un sommet extraordinaire à Addis Abeba sur le thème panafricanisme et renaissance africaine, des idéaux défendus par les pères fondateurs de l'ancienne organisation de l'unité africaine, celle qui a donné naissance à l'UIA. 50 ans, un moment d'introspection pour mieux se pencher sur l'avenir. Ce soir, nous faisons une rétrospective sur cette organisation, sur le chemin parcouru. Cette organisation, donc, née le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. L'histoire est retracée par Moussa Mané. L'Union africaine est une organisation ou un regroupement d'États créé en 2002 à Durban, en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Sirte du 9 septembre 1999. Elle remplace ainsi l'Organisation de l'Unité africaine. Celle-ci est née le 25 mai 1963 avec 32 États membres après plusieurs tentatives de rapprochement notées dans beaucoup de pays africains. L'OUA va se lancer dans la marche de la construction de l'Afrique. Sa plus grande réussite a été de galvaniser les voix africaines autour de la libération du continent. Cependant, il y a des problèmes internes à l'organisation, avec le retrait du Maroc en 1984. Les années 1990 sont marquées par le vent de la démocratie qui a soufflé en Afrique. De nouveaux dirigeants arrivent, l'OUA amorce alors une réforme. Le 3 juin 1991 fut conclu à Abuja la création de marchés communs à l'ensemble du continent en 2025.
L'impulsion visant à relancer le processus d'intégration politique qui apparaissait indispensable aux yeux des dirigeants africains par la croissance économique du continent a été donnée en 1998 par Muammar Kadhafi. Le 9 septembre 1999 fut alors signée la déclaration de Sirte. Elle fixe les objectifs de la création d'une Union africaine. La déclaration rappelle dans ses premières lignes les idéaux des pères fondateurs de l'OIA et notamment celui du panafricanisme. Mais comme lors de la création de l'OIA, les concepts de fédéralisme s'affrontent et selon des analystes, le résultat est une organisation de compromis. Le traité créant l'UA appelé Acte constitutif est signé le 11 juillet 2000 au sommet de Lomé au Togo. 2 ans plus tard, l'UA s'est substitué à l'OIA. 1 an après, au sommet de Maputo, au Mozambique, furent mises en place les institutions comme la Commission de l'Union africaine, le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité. Aujourd'hui, l'Union compte 54 États membres et a toujours son siège à Addis Abeba. Le 25 mai 2013, 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, l'UA qui a rempli sa mission de libération des peuples africains. C'est l'avis de Mamadou Aliou Diallo, professeur de droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il qualifie le bilan de l'UA de globalement positif. Il est l'invité de l'émission Le Point. Nous l'écoutons. Le bilan peut être qualifié de positif dans la mesure où aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'en Afrique, il reste encore un État qui est sous le joug de la colonisation. Nous connaissons les péripéties de l'accession à l'indépendance, peut-être je ne vais pas l'appeler comme ça, en tout cas de la fin de la discrimination raciale en Afrique du Sud. Je voudrais un tout petit peu rappeler les efforts qui ont été fournis par les pionniers en la matière. Je pense à Kwame Nkrumah, je pense à Gamal Abdel Nasser, qui ont lutté au sein de l'Organisation des Nations Unies, mais également au sein du mouvement des non-alignés, pour faire en sorte que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes puisse trouver une application en Afrique. C'était le cas, ce qui a permis justement de permettre à ces États d'accéder à l'indépendance. Mais ce n'était pas le seul chantier. En ce qui concerne l'éducation, le problème, il demeure, je veux dire qu'il demeure encore. Parce que vous savez, nous avons hérité d'une situation, je pourrais la qualifier ainsi de multiculturelle. Nous avons été colonisés d'une part par des Français, d'une part par des Anglais, par des Portugais et par des Arabes. Donc les cultures ne pouvaient pas être les mêmes. Il y avait donc un chantier difficile à pouvoir réaliser dans la mesure où il y avait plus de réticence, de problèmes, je veux dire des pesanteurs, que des facteurs qui pouvaient encourager un tout petit peu les acteurs par rapport à cette question. Je pense notamment à des organismes comme le CAMES, qui ont eu des difficultés à pouvoir intégrer un tout petit peu le système d'enseignement dans la plupart des États. Mamadou Aliou Diallo, professeur de droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, invité de l'émission Le Point, une émission que vous pourrez suivre intégralement à la fin de cette édition. Les bailleurs de fonds s'engagent dans la réforme de la politique de décentralisation. Ils l'ont confirmé au ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales. Aram Ndoye sensibiliser les partenaires financiers sur l'acte 3 de la décentralisation. Maman Moussagna. Créer des pôles de développement, organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable, moderniser la gestion publique territoriale. Ce sont là, entre autres, les missions de l'acte 3 de la décentralisation. Des ambitions vastes que le gouvernement du Sénégal veut réaliser à travers son département chargé des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Un programme que compte accompagner les bailleurs de fonds. Les membres du sous-comité des bailleurs de fonds se sont engagés dans ce sens. La réforme adresse des questions relatives à la cohérence territoriale, relatives à l'efficacité du service public, relatives aussi à la territorialisation des politiques publiques. Et c'est essentiel que toutes ces questions puissent impacter le devenir des populations, que toutes ces réformes puissent se faire de manière efficiente, dans un souci aussi de préserver les deniers publics et d'utiliser de manière optimale et efficiente les ressources mises à la disposition. Conscient du rôle déterminant que jouent les partenaires financiers dans le processus de la réforme, le ministre des collectivités locales a coopté les partenaires financiers au sein du comité national de pilotage. Je souhaite, dans la dynamique d'accompagnement qui a toujours été la vôtre, que vous puissiez apporter un soutien technique et financier sans faille à l'acte 3 de la décentralisation. C'est parce que je connais votre volonté d'appuyer le Sénégal que j'ai retenu de vous intégrer au sein du comité national de pilotage. Le président de la République
et le Premier ministre ont entériné cette démarche. Le ministre de l'Aménagement du Territoire a fait ensuite part aux bailleurs de fonds du schéma de l'acte 3 de la décentralisation. Un plan qui expose le processus, ses objectifs, son budget. Un schéma approuvé par ses partenaires du Sénégal qui ont décidé de rejoindre le cadre de dialogue. La journée d'information et de sensibilisation sur les activités du Comité de l'information, de la science et de la technologie pour le développement. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a organisé un atelier de réflexion sur des questions relatives au partage de l'information à l'échelle planétaire et à la lutte contre la fracture numérique. Le compte-rendu est signé Adam John. Il a surtout été question, à travers ses travaux pour la Commission régionale pour l'information et la communication de l'UNESCO, de définir les grands axes d'intervention de la structure onusienne dans la sous-région. En plus de la formation des journalistes dans le domaine de la science et de la technologie, l'UNESCO a mis en place la Société du savoir en insistant sur 4 principes essentiels. À savoir la liberté d'expression, l'éducation de qualité pour tous, l'accès de tous à l'information et au savoir, et enfin le respect de la diversité culturelle et linguistique. Une diversité culturelle et linguistique qui fait de cette institution spécialisée des Nations Unies un véritable creuset de savoirs multiples. Pour le gouvernement du Sénégal, l'initiative est à saluer et confirme la nécessité d'un dialogue et d'un concert des actions pour arriver à des résultats probants. Nous sommes en train de définir la stratégie nationale de développement du secteur du numérique. Il est important que tous les acteurs publics et privés puissent se parler pour que nous puissions conforter nos positions et ensuite créer des synergies pour offrir au Sénégal une position dominante en matière du développement de TIC et du développement de tout ce qui tourne autour de l'économie numérique. Diverses institutions de l'État du Sénégal ont pris part à ces travaux, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et le Conseil de la présidence en charge des TIC. À l'issue de cette journée, il a été procédé à l'installation officielle de codistes Sénégal. Les meilleurs étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis se sont retrouvés mardi à la Chambre de commerce de Dakar. C'était pour recevoir leur titre Kala de Sanar. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Forces armées Augustin Tine. Le reportage de Aïda Mamadou Diop. Kala de Sanar ou célébration des majors de l'université Gaston Berger. La cérémonie consiste à primer les meilleurs étudiants de chaque promotion. Pour cette 3e édition, 27 distinctions ont été décernées. Vous conviendrez avec moi que nous possédons une université dynamique, en pleine évolution, pour ne pas dire en train de monter en puissance, bien ancrée dans le tissu socio-économique du Sénégal. Le Conseil d'orientation et des relations avec les milieux économiques est l'initiateur du projet. Les récipiendaires se disent satisfaits de la tenue du Kala de Sanar. Faire partie des majors veut dire grand chose, veut dire que d'ores et déjà, nous devons se mettre au travail pour que les autorités, ce qu'ils viennent de dire là, qu'on puisse les mettre en œuvre. Franchement, nous sommes comblés de bonheur. Je suis vraiment contente. Comme je suis une femme, ce prix m'encourage beaucoup à aller de l'avant. Surtout, ça promeut un peu l'excellence des femmes. Les étudiants ne sont pas les seuls récipiendaires. La compagnie sucrière sénégalaise a reçu le prix O, entreprise alliée de l'université. La CSS est également honorée d'être élue au prix des entreprises alliées à l'université. C'est pour cela que l'université Gaston Berger peut toujours compter sur la CSS pour accompagner les étudiants. Le ministre des Forces armées a représenté le Premier ministre parrain de la cérémonie. Augustin Tine a magnifié l'événement. L'université Gaston Berger de Saint-Louis a acquis une notoriété qui impose au pouvoir public de soutenir toutes les initiatives destinées à amplifier et à étendre son projet. C'est une grande occasion pour moi d'exprimer cette adhésion au projet de l'UGB que de participer aux entrepreneuriales de l'UGB.
Le concept de Kala vient de Kala Nala qui désigne en Wolof l'acte de magnifier, voire de couronner quelqu'un. Désormais, les noms des récipiendaires sont inscrits dans les annales de l'UGB pour la postérité. La lutte contre les changements climatiques, la conservation de la biodiversité et l'insécurité alimentaire sont des urgences à résoudre par le gouvernement du Sénégal. Ces points entrent dans le cadre de la révision du programme national des écovillages. Un atelier de validation de ce programme s'est tenu à Dakar, à Wandiaï. Entre 2010 et 2012, le programme national des écovillages a été révisé. Le gouvernement du Sénégal a mis en place l'Agence nationale des écovillages pour lutter contre les changements climatiques. La préservation de l'environnement est aussi un point important. Nous sommes en train de enrichir ce programme, mais il est clair que dans 5 ans, 10 ans, ce programme également, parce que les choses changent très vite. Les populations s'adaptent, le monde évolue. Donc nous nous adaptons au fur et à mesure par rapport à ce contexte-là. C'est la raison pour laquelle cet atelier il est important pour nous. Après la création de l'Agence nationale des écovillages, le Programme des Nations unies pour le développement, le Fonds pour l'environnement mondial, l'Agence de coopération japonaise ont appuyé le Programme national des écovillages. La phase test de 2 ans a donné des résultats pertinents. Nous travaillons sur 3 triptyques majeurs. C'est la biodiversité, les changements climatiques et l'insécurité alimentaire. Voilà toute la question, n'est-ce pas, autour des écovillages. Réviser le programme national des écovillages est une nécessité. La transformation des villages sénégalais en écovillages est un concept de l'État du Sénégal qui permet de combattre la pauvreté et de préserver la biodiversité. La 5e édition des journées Cheikh Omar Foutiyou Tall à New York se prépare, une occasion pour les membres de la Fondation de faire face à la presse pour échanger sur l'intérêt de ces journées. Ils sont aussi revenus sur la mission de cette fondation qui œuvre pour l'éducation islamique. Kalsoum Sall. Omar Foutiyou Tall, le djihadiste, l'humaniste, s'est battu pour l'expansion de l'islam, d'un islam comme l'a enseigné le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Bien des années après sa disparition, le message omarien est toujours d'actualité, porté par ses descendants et fidèles un peu partout dans le monde. C'est cette mission que s'est assignée la fondation Cheikh Omar Foutiyou Tall des États-Unis. La fédération est présente dans la totalité des États et elle est également représentée au Canada. L'ambition unique de la fédération Cheikh Omar Tall est de contribuer à la diffusion des valeurs islamiques. En quoi faisant? En créant des espaces de rencontre et d'échange entre les musulmans, en portant le plus loin possible l'appel islamique et particulièrement les enseignements du Cheikh. La fondation, qui existe depuis 2007, œuvre pour l'éducation. Pour cela, son plus grand projet reste la mise en place de complexes Cheikh Omar. La vision, c'est d'avoir une mosquée, avoir une garderie d'enfants, avoir une dara pour enseigner le Coran et les hadiths, et avoir un centre social pour aider les musulmans, d'où qu'ils viennent, qui sont en difficulté. Parmi les activités phares de la fondation, les journées Cheikh Omar Foutiyou Tall organisées chaque année à New York. Cette 5e édition aura lieu les 13, 14 et 15 juin. Des activités qui vont se dérouler à New York, qui vont commencer par un symposium au niveau de l'université et qui vont se dérouler également au niveau de la mosquée de Harlem. C'est une fondation qui se consacre à l'extérieur. L'essentiel des activités se faisait là-bas. Mais on a dit qu'il est temps maintenant de faire en sorte qu'au Sénégal, que les gens puissent savoir que le message omarien est toujours vivant et il est toujours porté, il s'élargit. D'éminents intellectuels prendront part à ces journées d'échange et de prière. Parmi eux, les professeurs Souleymane Bachir Diagne et Samba Dian, avec la bénédiction de Thierno Bachir Tall et Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. En sport, les clés du centre Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw ont été remises aujourd'hui au président de la Fédération sénégalaise de football d'un montant de plus de 800 millions de francs CFA. Ce centre de développement technique du football devra servir également de lieu de regroupement aux équipes nationales, mais aussi de centre de formation pour les jeunes. Abdelaziz Ban. Maître Augustin Senghor reçoit les clés du centre de développement technique du football de Toubab Dialaw. Il porte le nom de Jules-François Bocandé.
Ce que nous faisons au nom de la famille du football est une goutte d'eau dans la mare de dette que nous devons à Jules-François Bocandé pour tout ce qu'il a fait pour notre football. Mais c'est plus au niveau du symbole que nous avons voulu marquer les esprits. René, donc, ce centre aussi sera le vôtre et c'est une manière pour le football sénégalais, pour le sport sénégalais, de rendre à Bocandé une partie infime de ce qu'il nous a donné. La famille Bocandé, par ma voix, remercie la Fédération sénégalaise de football d'avoir choisi Jules-François Bocandé pour porter le nom de ce joyau. Je prie le Seigneur que des Bocandé sortent de ce centre pour porter encore plus haut le football sénégalais. Ce centre a coûté 890 millions de francs CFA. Il est composé d'un bloc pour l'hébergement, d'un bloc médical, d'une salle polyvalente, d'un restaurant et d'un terrain en gazon naturel. Une infrastructure sportive de qualité à entretenir. Je suis convaincu que cette infrastructure sera utilisée à bon escient afin que le Sénégal bénéficie très bientôt d'un 4e projet Goal et d'autres projets de la FIFA. Les infrastructures constituent une préoccupation essentielle pour l'État. Et comme vous le savez, c'est une épine même que la FIFA nous a sorti du pied, constitue un endroit idéal, non seulement pour le regroupement, la concentration, mais également la recherche de performance pour les athlètes qui utiliseront ce centre. La fin de tous les travaux est prévue dans 3 mois. La Fédération sénégalaise de football va lancer un appel à candidature pour le poste de directeur du centre, Jules-François Bocandé. En marge de cette cérémonie, le président de la Fédération sénégalaise de football s'est prononcé sur le match Angola-Sénégal du juin prochain. Les Lions vont se préparer à Bruxelles et non pas à Paris. Le regroupement va démarrer le 30 mai dans la capitale belge. Et après la rencontre contre l'Angola, les Lions vont rallier Accra pour préparer le match contre le Libéria. Toutes les conditions ont été prises pour que ces déplacements des Lions se déroulent normalement, nous a dit maître Augustin Senghor au micro d'Abdul Aziz Ban. Le programme, ça va se décomposer d'abord par un regroupement à Bruxelles, d'où nous partirons le 6 par un vol de Bruxelles Airlines, parce que l'entraîneur avait le souci d'un voyage diurne, un jour, plutôt qu'un voyage de nuit. Donc son vœu a été exaucé. Nous arrivons donc le 6 au soir pour jouer donc le 8. Et le 8 au soir, nous quitterons donc l'Angola pour nous rendre à Accra, au centre de Marcel Desailly, qui s'appelle Lizy Sport. Donc l'équipe va continuer sa préparation sur place. Nous allons rester là-bas jusqu'au 13, date à laquelle nous allons quitter pour aller à Monrovia. Là aussi, l'hôtel a été retenu et le nécessaire sera fait en temps pour pouvoir être là-bas. Donc à ce niveau-là, je pense que toutes les dispositions, en tout cas l'État le ministre et son équipe nous ont donné les assurances que tout se passera bien. La seule contrainte qu'ils ont demandé et à la limite auquel nous ne pouvons rien, c'est qu'ils ont décidé, pour des raisons budgétaires, que la délégation soit réduite quand même à des proportions les plus restreintes possibles, c'est-à-dire environ 35 personnes. Toutes les dispositions sont donc prises pour permettre aux Lions d'effectuer ce périple qui commence le 30 mai par un stage à Bruxelles. Deux nouveaux distributeurs privés du transfert d'argent sur le marché. Il s'agit de Korea Sénégal et de ADPS. Ces deux sociétés ont signé une convention avec la Poste pour rendre accessible Post One dans tout le Sénégal. La cérémonie de signature de la convention a eu lieu ce matin à midi. Cette signature ouvre une nouvelle ère dans la distribution des produits Post One. Deux distributeurs privés, Korea Sénégal et ATPS, collaborent avec la Poste pour une meilleure accessibilité de Post One dans tout le pays. C'est une preuve tangible du dynamisme et des relations de confiance qui lient nos deux structures. Je me réjouis également que le contrat porte sur un secteur qui est encore à ses premiers balbutiements au Sénégal, à savoir la distribution de biens et services à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce sera un partenariat fort que nous voulons nouer avec la Poste. Donc à ce titre, nous allons mettre tous les moyens nécessaires en termes de formation, en termes de dispositifs marketing pour que le produit soit visible au niveau du réseau.
Post One est un service de transfert d'argent à moindre coût qui sera désormais disponible dans tous les multiservices de Korea Sénégal et des espaces services ATPS. La Poste est dans une phase d'extension et de densification de ce réseau pour mettre en valeur notre produit phare qui est le Post One. Je souhaite que ce partenariat soit un partenariat gagnant-gagnant qui va se développer dans le futur. Donc, Les nouveaux distributeurs devront aussi s'appuyer sur leur expertise pour garantir l'accès de Post One à tous les usagers. Avec un réseau riche de plus de 1000 points service, le maillage du territoire est en passe de devenir réalité. Et puis un bref survol de l'actualité sur le continent que nous commençons par l'Égypte. Après quelques jours de captivité, des policiers et soldats égyptiens viennent d'être libérés. C'est le chef de l'État en personne qui est venu les accueillir à leur descente de l'hélicoptère au Caire. Après une semaine de captivité, les 3 policiers et 4 soldats égyptiens enlevés dans le Sinaï recouvrent la liberté. Le président islamiste Mohamed Morsi promet de traduire en justice leurs ravisseurs dès qu'ils seront appréhendés. Peu après la libération de cet homme, les autorités égyptiennes ont décidé de rouvrir le terminal de Rafah. Cet unique point de passage entre l'Égypte et l'enclave palestinienne de Gaza était fermé depuis vendredi par les policiers égyptiens en signe de protestation contre l'enlèvement de leurs collègues. Importante opération de ratissage à Mogadiscio. Une opération menée mardi à l'aube par une coalition constituée de forces de sécurité somaliennes et des soldats de la mission de l'Union africaine en Somalie. L'unité opérationnelle conjointe a fouillé méthodiquement plusieurs zones de la capitale, considérées comme des poches islamistes. Résultat, des dizaines de personnes arrêtées, des personnes qui seraient liées au groupe extrémiste Al-Shabaab. Début des 3 jours de marche silencieuse organisés par le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel. Mardi, plusieurs milliers de manifestants ont arpenté les rues de Lomé, notamment pour exiger la libération des opposants arrêtés dans l'affaire d'incendie de 2 marchés. Le gouvernement togolais a interdit les manifestations programmées dans la capitale par l'opposition ce mercredi et demain jeudi. Les autorités invoquent l'incapacité des organisateurs à contenir les manifestants. Autour du cou, la médaille qui symbolise l'arbre de la vie et un chèque d'un peu plus d'1 million de livres sterling. Au cours d'une cérémonie solennelle à Londres, Desmond Tutu, 81 ans, reçoit officiellement le prix Templeton 2013. L'ancien archevêque anglican du Cap est récompensé pour son action en faveur de la promotion des principes spirituels que sont le pardon et l'amour. Ubuntu. Une personne ne peut être une personne que grâce à d'autres personnes. Nous avons été créés pour vivre ensemble. Nous sommes créés pour être membres d'une famille. La famille de Dieu, la famille humaine. Plusieurs personnalités célèbres, ainsi que la fille et des petits-enfants de Desmond Tutu, ont assisté à la cérémonie. Cérémonie au cours de laquelle l'archevêque anglican à la retraite a, comme à son habitude, esquissé des pas de danse, malgré son état de santé fragile. Voilà, c'est tout pour ce soir. Après cette édition, vous pourrez suivre